À 6 km de la frontière éthiopienne, une frappe de drone d'Djibouti a visé une base logistique attribuée à des éléments terroristes. Le ministère de la Défense évoque une menace pour les infrastructures stratégiques du lac Assal et des enlèvements dans les écoles rurales. Bonsoir et bienvenue à Djibouti. Les autorités ont mené une attaque de drone et annoncent avoir tué 8 terroristes selon un communiqué du ministère djiboutien de la Défense rendu public ce dimanche 2 février. Cette opération aérienne a eu lieu à Adorta, dans le sud-ouest du pays. Le ministère reconnaît que des victimes civiles ont été touchées par ces frappes. C'est à 6 km de la frontière éthiopienne que les drones djiboutiens ont frappé. Selon les communiqués, le site d'Adorta a été identifié comme une base logistique et opérationnelle utilisée par des éléments terroristes. D'après le ministère de la Défense, ils l'utilisaient pour s'infiltrer dans le pays. Les terroristes menaçaient les infrastructures du lac Assal, point le plus bas d'Afrique. Ce lac est riche en sel et dispose d'un important potentiel géothermique. Enfin, ils enlevaient les enseignants des écoles rurales de la région. Les communiqués n'identifient pas néanmoins les groupes qui étaient visés. Le conseiller du président Alexis Mohamed a confirmé à l'AFP qu'il s'agit du Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie, une rébellion qui prétend défendre les intérêts de la communauté afar minoritaire à Djibouti. Cette opération a fait des dommages collatéraux parmi les civils djiboutiens, reconnaît le ministre de la Défense qui dénonce l'ouverture d'une enquête. La Ligue djiboutienne des droits de l'homme estime que 14 personnes ont été tuées et dénonce un crime de guerre. Dimanche 2 février, la ville de Dibo, dans la province de Soum, a été le théâtre d'une violente attaque. Des terroristes ont pris pour cible plusieurs positions de l'armée. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a revendiqué ces attaques sans donner de bilan. Pour l'instant, il n'y a aucune communication officielle ni de l'armée ni du gouvernement. L'attaque a débuté très tôt le matin aux environs de 6 heures, heure locale. Selon les témoins joints par RFI, les terroristes sont arrivés du côté nord-est de la ville et les tirs à l'arme lourde ont duré plus d'une heure. Plusieurs sources donnent le bilan d'une vingtaine de morts, des militaires et des volontaires pour la défense de la patrie, près d'une vingtaine de blessés, certains grièvement et beaucoup de dégâts matériels. Toujours selon des sources jointes par RFI, ces militaires appartiennent au bataillon d'intervention rapide PIR 22. Dans la journée de dimanche, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a revendiqué la prise de 3 positions militaires dans cette province du Soum, sans donner de bilan ni de détails sur les positions prises. Pour le moment, il n'y a aucune réaction, ni de l'armée burkinabé, ni du gouvernement. Jeudi dernier, les djihadistes avaient déjà attaqué des positions militaires dans cette ville, une attaque qui avait été repoussée, selon plusieurs sources locales. La ville de Djibo, chef-lieu de la province du Soum, région du Sahel, est sous le blocus de Jim depuis près de 3 ans. En septembre 2024, de nombreux habitants avaient fui la ville face à un ultimatum des djihadistes qui leur demandait de vider des quartiers. La photo a fait le tour des réseaux sociaux russes et ukrainiens. Une nouvelle fois, elle choque à Kiev. Elle montre un soldat russe tenant entre ses mains la tête décapitée d'un soldat ukrainien qu'il aurait décapité. Kiev annonce avoir déjà ouvert une enquête. Arthur Dobroserdov, le commissaire aux personnes disparues, a annoncé que le soldat ukrainien a déjà depuis été identifié. Une enquête a été ouverte afin d'établir les circonstances de cet acte commis s'il est avéré en violation totale des conventions et traités internationaux sur le traitement des prisonniers de guerre. Au sujet de cette apparente exécution mise en scène par les Russes, Kiev demande de ne pas faire circuler d'informations non vérifiées. Mais cette énième scène d'horreur s'ajoute à une liste déjà longue des cas similaires d'exécution des soldats ukrainiens, près de 180 cas faisant l'objet d'une enquête. Ce n'est pas la première fois que des images de décapitation circulent. En juin et en août 2024, d'autres victimes ukrainiennes avaient connu le même sort, tandis que d'autres soldats visiblement déjà faits prisonniers ont été aussi exécutés sommairement, individuellement ou en groupe.
Ceci va à l'encontre de la 3e Convention de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre, dont l'article 12 précise qu'ils sont au pouvoir de la puissance ennemie, mais non à celui des individus ou groupes qui les ont fait prisonniers, et c'est en ce sens leur droit élémentaire, dont celui de vivre, doit être rassuré par la Russie. Reste que Kiev et les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme. Depuis 2024, les cas d'exécution des soldats ukrainiens non armés et déjà prisonniers sont en forte augmentation. Samedi dernier, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a rapporté des meurtres à caractère confessionnel dans le centre du pays, des exactions attribuées à des assaillants de la coalition armée Hayat Tahrir al-Sham, dominée par des combattants sunnites. Les membres de la minorité religieuse dont est issu le président déchu Bachar el-Assad a fourni une grande partie de ses forces armées et de sécurité depuis la chute de la dictature. Des opérations de ratissage menées par les hommes de Hayat Tahrir al-Sham ont lieu dans les régions de peuplement alaouite, près des Homs et sur la côte syrienne pour débusquer ces derniers fidèles en armes et les criminels présumés. C'est dans ce cadre-là que les crimes extrajudiciaires se déroulent selon le SDH. Le 23 janvier dernier, des combattants non identifiés sont entrés dans le village de Fayel, près de Homs, une zone où opère HTS. Ils y ont tué une dizaine de personnes et en ont arrêté des dizaines d'autres, dont Mohamed. Ils me demandaient si j'étais alaouite, quel était mon travail, si j'étais officier ou si j'avais été formé en Russie. Je leur ai répondu que pas du tout, que je n'étais pas officier, détaille l'homme de 60 ans qui a raconté à RFI sa détention et son interrogatoire. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information est en continu sur Tchad Info TV.